Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes remerciements aux organisateurs et organisatrices de m'avoir confié cette grande responsabilité d'animer cette table ronde sur le cahier des charges. Donc, beaucoup de questions se sont posées. On a essayé d'organiser nos propos et ce sont surtout les intervenants qui sont autour de moi qui interviendront et qui nourriront aussi de leur réflexion et de leur expérience. Bien évidemment, on y reviendra, mais c'est une notion importante et déjà le mot cahier des charges a été cité à plusieurs reprises dans la matinée, et notamment le vadémécum du C2RMF, dont j'apprends la refonte et j'en suis ravi parce que je pense que c'est quelque chose qui va nous nourrir aussi notre réflexion plus tard. Et alors cette notion de cahier des charges, elle est pour le projet de conservation-restauration, elle est essentielle pour tous les acteurs, de conservateurs, restaurateurs, préventeurs aussi, on n'en parle peut-être pas assez. Pour les conservateurs, je tiens à préciser une chose, c'est qu'on parle souvent soit conservateur, soit responsable de collection, et ce sont deux statuts complètement différents, avec des formations aussi différentes, et donc peut-être aussi un rapport au cahier des charges qui est complètement différent. Donc ça aussi, peut-être qu'on y reviendra à la fin. Et donc cette notion du cahier des charges, pour moi en tout cas, à qui on a demandé de coordonner cette table ronde, il est central dans la question des CSRR, parce que, pour rappel, une chose qui n'a peut-être pas forcément été dite jusqu'à présent, le rôle d'une commission scientifique régionale en matière de restauration, c'est de vérifier une conformité de cette demande qui est, pour ainsi dire, le cahier des charges et l'offre qui aurait été faite par le ou les restaurateurs. Alors, si on va plus loin, je laisserai la parole parce que c'est nos intervenants qui sont les mieux placés pour en discuter. Si on va plus loin, le cahier des charges est presque un instrument, si j'ose dire, pour structurer, pour faciliter une consultation, une mise en concurrence, une comparaison d'offres en fait au final, et du coup une évaluation, un avis donné en commission. Alors, on va discuter de ce lien étroit, et je rappelle que le sujet, c'est vraiment le cahier des charges au sein des commissions scientifiques régionales, et c'est pas le cahier des charges d'une façon générale, parce que là, on pourrait faire une journée d'études entière sur le cahier des charges. Donc, je vais demander aussi aux intervenants d'être aussi conformes à cette approche, de cette articulation avec les commissions scientifiques régionales. Et tout d'abord, je vais leur demander de se présenter pour qu'on sache un petit peu de qui il s'agit. Donc peut-être Alice, on va venir comme ça. Donc, restauratrice de peinture, donc je suis indépendante. Je travaille essentiellement pour les musées, au C2RMF, au site de Versailles, au site de Flore, également au musée du Quai Branly, dans les ateliers. Ça peut être aussi les ateliers de la ville d'Ivry-sur-Seine et dans un atelier privé. Voilà. C'est merveilleux, on a chacun le nôtre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hélène Jagot, directrice des musées et châteaux de Tours. Et en fait, donc depuis 2020, en tant que conservatrice, j'ai été pendant 15 ans directrice du musée de La Roche-sur-Yon en tant qu'attachée de conservation. Et effectivement, la question de la formation, je rejoins tout à fait mon collègue, est essentielle. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, Gwenola Furic, je suis conservatrice restauratrice de photographie installée en Bretagne. Je travaille pour les musées et pour les services d'archives. Et je suis également donc vice-présidente de la FFCR et depuis longtemps, j'ai été déléguée régionale, etc. Depuis 17 ans, en fait, à la FFCR. Et j'ai fait partie d'une commission de restauration des Pays de la Loire pendant 10 ans. Bien, bonjour donc à toutes et à tous. Moi, je suis Lionel Bergatou, conseiller pour les musées en Bretagne depuis juillet 2021. Voilà, auparavant, j'ai exercé en Rhône-Alpes dans un premier temps, puis en Auvergne-Rhône-Alpes, après la fusion des régions.
à la direction régionale des affaires culturelles en tant que conseiller pour les musées. Originellement, je suis conservateur des monuments historiques. Et peut-être je pourrais me présenter aussi quand même, je vais moins parler, mais donc Fabrice Reviala, conservateur du patrimoine au sein de la direction des musées d'Angers. Donc moi je suis responsable de collection. Par ailleurs, dans une autre vie, j'étais restaurateur diplômé de l'INP et je suis également membre titulaire d'une commission scientifique régionale. Donc voilà, donc je pense que c'est peut-être ce qui a motivé Amélie de m'appeler pour cette table ronde. Voilà, alors on a décliné plusieurs axes. Déjà, la première chose, on va s'interroger sur ce cahier des charges et qu'est-ce qu'il est. Une question de vocabulaire, en fait, au final, parce que ça peut impliquer plusieurs choses. Premièrement, moi, quand j'ai reçu le coup de fil d'Amélie, je me suis questionné, je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour moi ? Est-ce qu'un cahier des charges, plusieurs éléments viennent à l'esprit. Qu'est-ce qu'on doit remplir dans cette case du formulaire des CSRR? Est-ce que c'est le contexte de l'intervention? Est-ce que ce sont les objectifs qui en découlent? Le niveau d'intervention souhaité? Ou est-ce que c'est... Alors moi j'ai interrogé mon service juridique et financier et tout de suite on m'a dit c'est une définition. Alors c'est une définition du coup un peu très marché public au final, mais ça fait partie de nos préoccupations. En fait, le service financier que j'ai consulté me dit que le cahier des charges, c'est un CCTP en fait. Donc c'est un document contractuel qui définit les besoins, les exigences et les contraintes à respecter. Donc voilà, on a tout et rien dit en fait au final. Donc je propose à chacun peut-être de donner son avis. Je pense peut-être on va commencer par le rôle la vision du chargé de collection, directeur d'établissement. Alors effectivement, le cahier des charges, c'est souvent... moi, j'ai vu l'évolution aussi en prenant de la bouteille. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence en tant que chargé de collection, qu'on doit commencer à remplir des formulaires de commission de restauration, on est un peu désemparé quand on n'a pas de formation, parce que justement, on n'est pas nécessairement en capacité, en tant que responsable de collection, en particulier quand on est attaché, parce qu'il n'y a pas de formation associée sur la conservation-restauration quand on prend ce type de poste, finalement on est un peu en manque de données. Et c'est vrai que le cahier des charges, la plupart du temps, il se résume finalement à je veux réexposer cette œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, enfin c'est où cette œuvre est en mauvais état, il faut la préserver. Et voilà, donc on est sur des niveaux de cahier des charges qui sont extrêmement légers. Et souvent, finalement, on se rend compte que le cahier des charges, il s'établit à l'oral dans la discussion avec le restaurateur, qui, lui, a la compétence, que nous n'avons pas. Donc, et souvent, finalement, on se rend compte que ce qu'on écrit sur le formulaire de restauration, c'est souvent finalement le résultat de cette discussion entre le restaurateur et le chargé de collection sur à la fois l'état de conservation de l'œuvre, les objectifs poursuivis par l'établissement, les contraintes qui ont été mises au jour, auxquelles nous, par exemple, en tant que chargé de collection, on peut parfois ne pas forcément avoir prêté attention de manière assez fine, et finalement des préconisations de restauration. Mais finalement, on se rend compte que le cahier des charges, si on va trop loin justement dans la préconisation, on bloque la réponse au devis, puisque ce n'est pas, on n'est pas nous en capacité de dire ce que le restaurateur doit faire. Et en même temps, il faut qu'on soit suffisamment clair dans nos objectifs. Et parfois, c'est là où on voit qu'on n'est pas... ils sont souvent assez flous, parce qu'on a simplement des ambitions soit d'exposition, soit de conservation préventive ou curative de l'œuvre. Voilà. Donc, et là, effectivement, moi, j'ai bien vu l'évolution. C'est que finalement, entre mes premières années où j'étais très mal à l'aise à faire un constat d'état, à discuter avec les restaurateurs, et aujourd'hui, dans une équipe de conservation plurielle avec des compétences où on a nous-mêmes en interne la capacité de discuter sur les projets de cahier des charges, évidemment ça n'a plus rien à voir. Et c'est là où je mesure aussi toute la difficulté
entre des petites équipes et parfois des collègues qui peuvent être seuls dans leur établissement, qui sont à la fois directeurs, responsables de collection, régisseurs, voilà, et puis des équipes où finalement vous avez une multitude de compétences qui vous permet de faire fonctionner l'intelligence collective. Merci Hélène. Peut-être l'avis d'une de nos restauratrices ou des deux. Alice, peut-être. Oui. Alors, nous, pour effectivement le cahier des charges, pour nous, il n'est pas forcément établi. Et souvent, quand on vient dans un musée, un petit musée, ils nous demandent de venir pour restaurer une peinture. Quand le cahier des charges n'est pas déterminé, ça devient difficile parce que du coup, on devient un conseil. Et du coup, on ne sait pas où se placer parce que du coup, on va nous demander beaucoup plus qu'un devis. Parce que nous, notre réponse, c'est le devis. Donc, quand le cahier des charges n'est pas très bien déterminé, eh bien, on tâtonne avec le conservateur en discutant et on doit lui apporter des solutions. Donc là, ça peut poser des fois des problèmes parce que ça nous demande beaucoup de travail et surtout quand le conservateur ne sait pas trop où il veut aller, on est obligé de proposer plusieurs propositions et du coup, ça fait des devis à tiroir. Donc ça, c'est dans le cas où le conservateur a besoin d'un accompagnement. Mais des fois, le cahier des charges est bien déterminé. Donc pour nous, ce qui est l'essentiel, c'est le contexte, c'est-à-dire de savoir si la restauration a pour but d'aller en exposition, si c'est pour le parcours permanent, pour renouveler le parcours permanent du musée, ou si c'est pour finalement finir en réserve. Donc ça, c'est des questions qui nous intéressent quand c'est bien établi. Ensuite, l'attendu. Donc souvent, on nous dit un état de présentation correct, enfin idéal pour une exposition, par exemple. Alors, du coup, c'est différent si c'est une peinture, enfin une demande de devis pour un tableau qui va rester dans la collection permanente. Donc tout ça, ce sont des choses à définir. Et on a remarqué aussi, parce que déjà même au sein de notre profession, les termes, on n'a pas la même notion des termes. Par exemple, pour un nettoyage, qu'est-ce que c'est qu'un nettoyage ? Donc, et une présentation. Donc, c'est compliqué parce que déjà même nous, on a du mal à se coordonner. Donc, c'est pour ça que le dialogue en direct est très important. Il faut vraiment beaucoup discuter avec le conservateur et avoir l'habitude de connaître la collection. Donc, si on travaille depuis quelques années avec des conservateurs, c'est bien on peut se comprendre beaucoup mieux. Parce que souvent, même le conservateur a une idée d'une présentation et en fait, il est déçu par le résultat si on fait seulement un bichonnage, c'était juste une présentation, parce que du coup, l'œuvre, elle va pas gagner beaucoup plus. Des fois, ça arrive qu'elle gagne beaucoup, mais parfois non. Donc, il y a plein de termes comme ça à définir. Et donc voilà, un dialogue qui est très important. Et souvent, on a aussi affaire au régisseur. On n'a pas forcément un lien direct avec le conservateur. C'est le régisseur qui va faire le lien entre le conservateur et le restaurateur. Et là, on est confronté de plus en plus à cette profession. Et pareil, donc là, il faut parler le même langage. Il faut vraiment être d'accord. Il y a tout un souci de vocabulaire à développer. Voilà. Merci Alice. Gwenola ? Oui, si je peux, ça fonctionne. Si je peux rebondir sur ce que dit Alice, moi je me trouve un petit peu dans une autre situation parce que dans une spécialité qui est peu représentée et donc très peu connue des gens avec qui je travaille, ce qui fait que la notion de conseil elle est énorme. Et de plus en plus, en fait, moi, la solution que j'ai, puisque ça fait quand même au bout de 20 ans, on tire des conclusions de choses qui ont plus ou moins bien fonctionné, c'est que quand je me trouve dans un cas où c'est pas quelque chose de très simple, en fait, je propose systématiquement une petite étude. Voilà, donc ça rajoute peut-être un peu de temps au calendrier, ça rajoute peut-être un petit peu de sous, mais bon, c'est souvent très léger. Et en fait, ça permet qu'à partir de ça, il puisse y avoir une formalisation en fait des besoins.
Je me suis basée, en fait, notamment quand j'ai travaillé sur l'enquête de la FFCR, j'ai vraiment tout relu, il n'y a pas énormément de textes d'application, en fait, de la loi musée concernant les commissions. Et dans la circulaire d'application, j'ai été frappée du fait qu'il y a, il me semble, c'est peut-être moi qui interprète mal, des choses un petit peu ambiguës par rapport au cahier des charges, puisque le cahier des charges apparaît dedans, puisqu'en fait, si je lis le texte, c'est stipulé qu'il s'agit d'un descriptif précisant de façon claire, exacte et complète les prestations à réaliser. Mais un peu plus loin, quand on descend un petit peu dans la définition, il est noté que le descriptif est avant tout la mise au point des objectifs et non celle des moyens, laissant ainsi une ouverture aux propositions des restaurateurs. Donc moi, il me semble que c'est un peu contradictoire et pas. Voilà, les deux choses sont un peu différentes. Et la deuxième formulation, je le trouve, est beaucoup plus pertinente. Il est écrit aussi, d'ailleurs, toujours dans ce texte, qu'il est établi donc par le conservateur du musée, sous le contrôle de la CSR compétente. Mais sauf que généralement, le cahier des charges arrive après en CSR. Bon, parfois, il peut être présenté. De plus en plus, il y a des propositions aussi qui sont présentées en amont. Et donc, il complète éventuellement avec l'aide d'un restaurateur. Et enfin, que les exigences techniques doivent être définies en liaison directe avec les besoins identifiés à la suite de constats d'état détaillés. Donc il faut bien qu'ils soient faits par des personnes compétentes, effectivement, ou d'une étude préalable réalisée par des restaurateurs qualifiés. Et là, on n'est pas en train de parler du devis. Enfin, voilà, si ça peut permettre un petit peu de resituer des choses et aider à avancer dans la façon de travailler. Merci. Avant d'être dans la deuxième partie qui va justement concerner cette articulation vraiment commission et cahier des charges, Lionel, peut-être le point de vue du conseiller musée sur cette case à remplir, cahier des charges du formulaire. Oui, alors moi je rejoins ce qui a été dit effectivement sur la question des objectifs. On ne fonctionne pas. D'accord. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Non, je disais juste, mais je pense que vous m'avez entendu dans la salle tout au moins. Je rejoins ce qui a été dit effectivement sur la question des objectifs généraux du point de vue du conseiller pour les musées. De notre point de vue, en fait, on doit viser la conformité entre des réponses apportées par des restaurateurs proposées en fait à des responsables de collection qui viennent présenter des dossiers sur lesquels ils ont une vue ou au moins un minimum de vue en amont de ce qu'ils veulent faire sur tel ou tel objet. Donc en tant que conseiller pour les musées, moi je sais que j'incite beaucoup les responsables scientifiques à préciser leurs demandes en amont et à faire en sorte en fait qu'un minimum d'objectifs justement soit fixé, qu'on essaye de savoir si, comme ça a été dit, on est dans une intervention qui prépare soit un déplacement de l'œuvre pour une exposition temporaire, soit une simple consolidation spécifique parce que suite à des erreurs de manipulation par exemple, en fait l'objet a malheureusement pâti d'un petit souci et il faut très vite intervenir pour éviter qu'il ne se dégrade plus. Ou si on est dans le cas moins fréquent de mon point de vue, en fait, d'une restauration dite plus fondamentale. En fait, je pense par exemple à une reprise vraiment d'œuvres d'art qui ont fait l'objet de différentes restaurations par le passé, qui souffrent aujourd'hui, en tout cas, ou qui présentent des défauts des restaurations passées. On essaye en fait collectivement d'améliorer la présentation et de corriger finalement l'état de l'objet en question. Donc, en termes de cahier des charges à proprement parler, le formulaire d'ailleurs tel qu'il a été établi dans sa version initiale et en cours de reprise par le C2RMF précise bien deux choses, qu'on attend de la part du responsable scientifique de fixer justement ses objectifs. Donc c'est bien le responsable scientifique qui doit le remplir. Alors certes, suite probablement en amont à des échanges peut-être ponctuels ou autres avec des restaurateurs, mais il ne s'agit pas effectivement, comme je l'ai entendu, de demander à la restauratrice qui intervient de fixer les objectifs. En fait, il ne s'agit pas non plus de transmettre des notes méthodologiques, en tout cas pas de mon point de vue. Il s'agit vraiment que le responsable scientifique s'empare de la question de l'observation de l'objet, de ce qu'il constate et de ce qu'il souhaite, de ce vers quoi il souhaite le faire aller, en fait. Voilà. Merci. Donc, en fait,
là, on a bien commencé aussi ce vers quoi je souhaitais qu'on aille sur cette articulation avec la Commission et à quoi sert ce cahier des charges. Du coup, peut-être essayons de voir un petit peu plus dans le détail, et notamment les particularités. Donc, on a eu le point de vue conseiller musée. Est-ce que au niveau de la façon aussi dont un cahier des charges doit-il être monté, est-ce que ce soit du point de vue des restauratrices ou d'un responsable d'établissement, des éléments que vous souhaiteriez apporter? Oui, moi je voudrais apporter le fait de l'aller voir. Parce que je trouve que c'est important dans un cahier des charges de prévoir un aller voir, parce que déjà, l'œuvre, c'est le plus important, et on peut voir si l'œuvre est apte à pouvoir subvenir aux objectifs. C'est-à-dire que si une œuvre, il est prévu une exposition, et si on s'aperçoit que l'œuvre est beaucoup trop fragile, à ce moment-là, il faut pas qu'elle s'en aille. Donc, l'aller voir est très important. Donc, c'est sûr que souvent, alors bon, pour nous, les restaurateurs, ça nous fait venir, ça nous fait des frais, mais je pense que c'est important. Enfin, faut l'intégrer dans le cahier des charges, parce que les œuvres sont souvent assez complexes et selon l'objectif, ça peut changer la donne. Si je peux parler d'un exemple assez vertueux qu'on avait vu en commission de restauration des Pays de la Loire il y a quelques années, et qui à la fois prend en compte justement l'aller voir et puis peut-être l'accompagnement au cahier des charges. J'ai pas le détail, peut-être que tu connaîtras mieux, c'était avant ton arrivée au musée d'Angers. En fait, il y a eu par rapport à une sculpture dont je me rappelle plus du tout le cas. En fait, il y avait eu un appel à candidature qui s'était fait, donc simplement des intention en fait voilà, sans se déplacer, intention de candidater. Le musée avait choisi en fait 3 équipes qui avaient proposé leurs prestations. Alors sur quels critères, peut-être par rapport à leur expérience, par rapport au cas, à leur façon de présenter, etc. Et en fait les avaient rémunérés pour venir sur une journée en fait au musée, faire un constat d'état au long de la journée, et a pu avoir des échanges. Donc ces frais étaient pris en charge, donc ce qui permettait que ça soit une prestation, et le musée en fait avait bénéficié de l'apport de 3 équipes différentes pour discuter, et en fait ce moment qui va permettre d'avoir même 3 constats d'état qui peuvent être aussi, on le sait, éventuellement avec des petites différences. De façon générale, le constat d'état doit, j'imagine, être proche, mais ça avait permis aussi de pouvoir vraiment réfléchir sur la finalité et l'adéquation en fait de ce dont le musée avait besoin, enfin ce dont l'œuvre avait besoin en l'occurrence, et les réponses apportées qui sont, on le sait, parfois assez différentes, avec chacun des solutions auxquelles les autres n'auraient pas pensé. Et je trouve que c'est quelque chose, alors ça peut sans doute pas être fait pour toutes les œuvres, mais pour des œuvres qui ont qui vont être les œuvres peut-être problématiques aussi en commission de restauration, je trouve que c'est aussi une idée, et ça permet de faire un accompagnement en fait pour l'élaboration d'un cahier des charges, sans que ça soit les restaurateurs qui l'écrivent, mais en apportant en fait vraiment là dans le dialogue et dans la communication, puisqu'il y aura eu des points de vue différents. Alors effectivement, sur les CSRR, en fait, il y a une tension, je pense, très pratico-pratique qu'on vit au quotidien, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de commissions. Et parfois, on aimerait pouvoir faire passer nos études préalables et nos cahiers des charges en commission pour avis, et ensuite, rapidement, pouvoir établir les devis, voilà. Sauf qu'en fait, comme il y a très peu de commissions et que nous-mêmes, nous avons une annualisation du budget qui fait, quand vous avez un budget voté en mars,
que vous avez déjà la dernière décision modificative qui arrive en octobre. En fait, si vous n'avez pas dépensé votre budget en 3 mois, vous êtes coincé. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie difficulté. Alors, c'est une difficulté administrative, je pense que toutes les collectivités connaissent. Voilà. Mais effectivement, ça a tendance à nous orienter vers un dépôt des dossiers en CSRR qui soient des dossiers finalisés, finalement, pour ne pas perdre de temps. Donc en se disant on fait le cahier des charges avant, on fait parfois l'étude préalable et puis on propose le devis qu'on a choisi à la fin. Et parfois ce qui est un peu dommage, c'est que je pense qu'en commission il y aurait pu y avoir ce temps de réflexion, ce temps d'échange aussi, peut-être parce que justement d'autres collègues pourraient avoir les mêmes problématiques. Et c'est là où moi j'ai assisté une fois en Pays de la Loire à une commission régionale où finalement on voyait tous les dossiers de tout le monde. Et ça, c'était super intéressant. Je pense que c'est la seule commission que j'ai trouvée intéressante de ma carrière, vraiment, véritablement, parce que on était tous là. Et en fait, moi, j'ai appris des choses sur la restauration, par exemple, des sciences naturelles. Des questions que je m'étais jamais posées. Voilà, donc c'est aussi ces moments-là d'échange entre collègues. Et de fait, ça éliminait cette question du jury, parce qu'on était dans une réunion collégiale, et on a davantage pu échanger sur des pratiques de fond. Je pense qu'on n'aurait pas fait justement en passant un peu à l'abattage, et je suis complètement d'accord avec le vocabulaire, c'est 10 minutes sur chaque dossier. Voilà, vous sentez que toute la commission n'a pas lu le dossier en plus. On sent qu'il y a quand même un niveau d'implication des collègues qui n'est pas tout à fait le même. Ça, on en est tous un peu là parfois sur des coups de pression qui font qu'on n'arrive pas à tout faire. Mais en tout cas, voilà, on perd un peu de cette qualité de la commission. Et de fait, le cahier des charges, je pense, est moins discuté et parfois réduit à quelques petites notations. Et là, peut y avoir des discussions sur une inadéquation en fait entre le début de la réflexion et les moyens mis en œuvre, parce que finalement, il y a toutes les étapes qui ont été condensées dans un seul dossier. Donc voilà, ça peut arriver. Alors, je peux répondre, mais de mon point de vue là aussi, en fait, qui est peut-être pas complètement partagé, mais quand même, je partage ton point de vue sur le fait que effectivement, si les responsables scientifiques font tout en amont et présentent juste ou arrivent sur des problématiques un peu complexes en commission scientifique de restauration devant la commission en présentant toute la réflexion qui a eu cours avant et voilà la solution. C'est vrai que le partage d'expérience en fait qu'on souhaite faire et qui va dans les deux sens, à mon avis, les commissions, on l'a beaucoup dit, ont permis un gros effort de professionnalisation effectivement de l'ensemble en fait de ces questions, mais les membres de la commission sont aussi des professionnels, donc il faut qu'eux-mêmes en fait s'emparent des réflexions et partagent les réflexions que vous avez sur le terrain. Donc à mon avis, effectivement, c'est pas forcément peut-être c'est peut-être le moyen le plus simple ou le plus rapide de répondre à la question, mais moi j'aurais plutôt tendance à conseiller, en tant que conseiller, à la personne qui présentera le dossier ou qui présentera un dossier complexe, d'essayer justement d'associer en amont la commission dans les réflexions avec la présentation justement de ces fameux cahiers des charges, de discuter en fait éventuellement de façon collective quand il y a une problématique particulière. Bon, je n'ai pas trop eu l'occasion de le faire en Bretagne. Je n'y suis que depuis 2 ans et finalement, on a eu peu de chantiers de collection à gérer ou à accompagner pour l'instant. Mais en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai qu'assez souvent, on avait des responsables de collection qui ne savaient pas par quel bout prendre finalement des restaurations assez complexes, particulières, des interventions. Je pense notamment au domaine de l'art contemporain, où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement des questions sont assez complexes. Ou alors le domaine même scientifique et technique, des collections de véhicules. On veut restaurer un véhicule de pompier qui est dans une collection depuis très longtemps. Comment fait-on ? Et l'intérêt de présenter ou d'essayer d'organiser collectivement un passage en 2 temps,
une réflexion sur la définition des besoins, effectivement une définition collective, soit en accompagnant une étude préalable, soit en travaillant sur un cahier des charges. Et ensuite de revoir le dossier dans un deuxième temps, soit par une autre commission, soit un système de délégation permanente, en fait, permettait quand même aussi aux membres de la commission de réfléchir, d'accompagner la réflexion avec le responsable ou la responsable scientifique, qui se sentait donc moins seul, et ce qui nous permettait, nous aussi, de mieux comprendre la démarche qui ensuite menait à la restauration de l'objet. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait le faire en fait pour toutes les opérations. Ça multiplierait les commissions dont on a vu avec la présentation de Mireille et de Pierre qu'elles étaient quand même déjà fort nombreuses, mais d'une certaine façon, c'est un peu ce qui a présidé. Enfin, je sais que on avait réfléchi effectivement sur cette question de finalement réserver les commissions aussi plénières à des sujets problématiques, des restaurations un peu fondamentales ou des cas particuliers. Justement, le fait d'avoir finalement avancé de cette façon-là aussi renforce dans l'idée qu'on doit véritablement établir en fait un protocole et que les commissions sont là aussi pour éventuellement accompagner cette réflexion. Comme on l'a tous dit, elles ne sont pas là comme des jurys qui doivent arriver pour répondre à une question oui, non, et voilà. Donc en gros, ce qu'il en ressort, on n'a pas terminé les différents points que je souhaiterais qu'on aborde, mais c'est que ce cahier des charges, c'est une définition des objectifs et à la fois aussi du contexte, qui peut être aussi, il peut y avoir toute une phase d'accompagnement et que la commission peut ou doit jouer ce rôle. En tout cas, c'est un peu ce que moi, j'en ai compris des échanges. Il y a la question de la façon de formaliser. Peut-être on y reviendra à la fin de la table ronde parce que je pense que chacun on a ses propres intérêts et sa propre charge de travail et que là aussi peut-être que la question du VADEMECUM, du C2RMF et d'une grille permettrait aussi d'éviter un document écrit parfois lourd à gérer pour des responsables de collection et parfois difficile à faire comprendre que c'est juste un document de travail par rapport à des services juridiques. Moi, par exemple, j'ai entendu, je vis cette situation, c'est que dès que je formalise par l'écrit, ça doit passer par une relecture du service juridique, etc. Ce qui fait qu'en fait, on rentre dans une autre phase et selon certaines collectivités, ça rentre carrément par la direction de la commande publique qui prend le relais et donc c'est-à-dire on a 6 mois de délai minimum pour pouvoir faire avancer le dossier. Donc vous voyez, l'idée c'est un peu aussi de mettre sur la table tous ces questionnements qui aussi pour un chargé de collection, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cahier des charges que c'est pas parce qu'on veut pas le faire, c'est que des fois aussi il y a des contraintes et Hélène, tu les as aussi bien présentées. Je voudrais peut-être qu'on aborde aussi, alors on est convaincu de l'importance du cahier des charges, je pense aussi bien du point de vue des restaurateurs que des responsables de collection. J'aimerais bien aussi que par rapport à la commission, on essaie d'aborder une réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que soit il n'y a pas de cahier des charges, soit ce cahier des charges et l'offre qui en découle, l'offre n'est pas conforme, ou en tout cas la commission estime qu'il y a un problème de conformité. Alors peut-être que du point de vue d'une restauratrice qui a siégé dans une commission pour être éclairant sur ce sujet. Oui, c'est assez. Enfin, ça arrive pas si souvent, en fait, qu'il y ait un report ou voire un avis défavorable. Mais quand il arrive, alors là, c'est peut-être moins dans la commission parce que nous, en fait, on discute, on donne des avis, et après, on ne sait pas ce qui se passe, hein, parce que après, c'est le conseiller musée. Enfin, voilà. Par contre, j'ai eu beaucoup de retours de confrères et consoeurs. Moi, j'ai jamais eu de retour des commissions. À savoir aussi, c'est un autre sujet que je pense que mes dossiers ils passent peu, c'est que ce que j'ai eu comme retour, et j'ai des correspondances même que j'ai en archive avec des collègues, c'est que parfois c'est vécu de façon extrêmement violente
par je pense qu'il y a l'effet justement de multiples en fait passages. On l'a soulevé, de cette histoire un peu de téléphone arabe qui passe par un tel, qui passe par un tel qui demande, et l'impossibilité d'intervenir, de répondre. Et dans certains cas, franchement, c'était des mauvaises compréhensions dans beaucoup de cas, des pièces qui n'ont pas été correctement transmises. Donc, par exemple, il y avait des constats d'état, mais on dit qu'il n'y a pas de constat d'état, etc. Et pour faire un petit peu le lien, ce que je réfléchissais à ça quand je vous entendais parler le cahier des charges. De toute façon, il peut pas être pensé sans son pendant qui est le devis. Enfin, voilà. Et le devis étant une réponse à un cahier des charges, c'est sûr que quand il n'y en a pas ou quand il est inconsistant, en fait, la commission va vraiment se focaliser dessus. Et c'est vrai que j'avoue, pour avoir fait partie pendant 10 ans d'une commission, c'est beaucoup plus focalisé sur les propositions des restaurateurs que sur les cahiers des charges. Et dans certains cas, il n'y en avait pas réellement. C'est-à-dire que soit c'était un copier-coller du devis, mais on le comprend, c'est pas un jugement, c'est la personne responsable de la collection a fait comme il pouvait. Soit dans certains cas, dans beaucoup de cas, il est très très succinct. Et en fait, ma réflexion, c'est que, comment dire, c'est vrai que dans toutes ces commissions, il n'y a pas de présence des restaurateurs en fait. Il y a à part ceux de la commission, mais ceux qui donnent leur dossier. Et je ne sais pas comment ça pourrait s'articuler. Mais je me dis, je vois aussi la refonte, enfin le travail qui a été fait et présenté par Pierre sur les nouvelles commissions. Ce que je peux constater, je trouve dommage qu'on n'ait pas été associé en fait à ce travail, parce que du coup, il n'y a pas notre angle de vue. Et je pense que, comme on est quand même les acteurs principaux en fait des traitements des œuvres, il y a plein de choses qui correspondent et qui sont très intéressantes, et l'évolution elle est normale, mais je suis pas sûre que ça changera grand chose pour nous en fait, puisque il y a des questions de fond, il y a certaines questions de fond qui sont pas l'histoire effectivement de pouvoir travailler sur le cahier des charges, de pouvoir accompagner, de pouvoir. Je me dis par exemple, puisqu'il y a très peu d'œuvres qui passeront dans les commissions plénières, est-ce que c'est pas intéressant que les restaurateurs puissent, au moins au téléphone ou au moins en visio, puissent aussi s'exprimer, puisque dans beaucoup de cas, il y a des choses qui ont été résolues. Je passerai le micro, je ne veux pas monopoliser, mais moi j'ai eu le cas quand même dans une commission d'un report 3 fois d'une restauration, et qui en fait s'est résolu parce qu'à un moment donné, j'ai dit à la commission, je connais la restauratrice, je vais peut-être la contacter pour comprendre ce qui est le problème. Et le problème, c'était que le devis qui avait été transmis à la commission, c'était un devis fait en urgence suite à un sinistre pour les assurances, et non pas pour la commission. Elle ne savait pas que c'était passé en commission, on n'est pas au courant, nous, de quand ça passe. Et en fait, ça a été résolu en discutant, et dit non, mais c'est pas ça le dossier qui est passé en commission quand même, mais si. Donc il y a à un moment donné des problèmes de présence, je pense. Alors, je pense que c'est le cœur du problème ici, le cœur du sujet, parce qu'au final, un dossier qui passe 3 fois en commission, alors je ne sais pas s'il est passé, je pense que c'est, moi, pas personnellement, j'ai jamais eu cette situation, enfin heureusement, et heureusement ça reste rare, mais c'est une définition, un problème de définition des objectifs et du cahier des charges au final. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que là, peut-être, effectivement, un devis demandé dans l'urgence pour une assurance n'est. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on traiterait différemment une demande de devis pour une assurance que pour un devis qui passerait en commission. Au final, autant se servir du même devis qui ira dans les deux. Dans les deux tuyaux. Après l'assurance, clairement, ils auront besoin que du montant en bas à gauche pour savoir combien ça va coûter. Ils s'en moquent du protocole, ils s'en moquent de. Mais du coup, c'est vrai que peut-être là, il manquait véritablement de la définition même de l'essence même de l'intervention. Oui, là, ça avait été fait dans l'urgence, mais la restauratrice n'était pas du tout au courant. Là, il fallait un montant pour les assurances, donc ça a été fait comme ça sur un coin de table. Mais elle n'était pas du tout au courant que ça passait en commission, parce qu'en fait, on n'est pas au courant quand nos dossiers passent. La responsable ou le responsable scientifique, en fait, n'a pas eu l'idée justement simplement de dire, voilà, on a eu un dégât, on a établi un devis dans l'urgence, en fait, et de fait, l'urgence a fait que on imagine, le devis ne décrivait pas probablement un protocole précis, etc., d'intervention qui, comme tu le disais, ne convenait pas effectivement parce qu'en fait, on ne comprend pas la logique finalement qui préside à l'intervention. À un moment, personne n'a eu l'idée de... C'est le régisseur
qui était tétanisé à l'idée de passer en commission aussi, et qui n'était pas très au courant, en fait, qui ne connaissait pas le fonctionnement des commissions non plus. Non, parce que, moi, de mon point de vue, c'est vrai que ça m'interroge quand j'entends ça, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui manque, probablement, je ne sais pas où, mais dans la chaîne d'information et dans, là aussi, les efforts que nous devons tous faire collectivement de professionnalisation et d'accompagnement. Si moi, en tant que conseiller pour les musées, sur mon terrain, pour parler simplement, j'entends des collègues, si j'entends des collègues qui me disent on ne passe pas en commission parce qu'on trouve que c'est trop compliqué, etc., ce qui va dans le sens de ce que tu disais sur le fait que des interventions de restauration ne passent pas. Je rappelle quand même qu'il y a la réglementation française, en fait, la loi, le code du patrimoine, que quand on a une appellation musée de France, en fait, il y a la charge, en fait, qui nous incombe tous collectivement de gérer un patrimoine qui nous dépasse largement. En fait, nous sommes là provisoirement, tous les uns et les autres, en fait, pour gérer du patrimoine qui est assez souvent, qui remonte à des milliers et des milliers d'années, ou en tout cas qui est bien plus ancien que notre partie, en fait, de gestion. Donc, enfin, sans remonter trop loin, on a cette obligation collective de gérer correctement ce bien qui est le bien public, en fait, et qui est un bien d'intérêt patrimonial majeur, d'intérêt national. Donc, un responsable scientifique qui m'explique qu'il ne veut pas passer en commission, déjà, j'essaie de désamorcer un peu en expliquant qu'on n'est pas devant un jury. Et puis après, on peut accompagner la réflexion. Et pareillement, si, encore une fois, la question se pose d'une problématique qu'on n'arrive pas à bien cerner, là aussi, des discussions, des échanges entre le responsable, le conseiller ou la conseillère pour les musées peuvent désamorcer peut-être des choses. Et si ça ne fonctionne pas encore, là, la commission est là aussi pour accompagner la réflexion. Moi, je pense que la commission, encore une fois, n'est pas un jury, c'est véritablement un lieu de discussion. Ça a été dit en introduction. Je crois qu'on essaye de tous faire en sorte de tendre vers ça. Alors effectivement, avec des données ensuite personnelles qui nous échappent, en fait, mais qui font qu'il doit y avoir une réflexion collective pour arriver à gérer au mieux une intervention qui sera à la responsabilité des restaurateurs qui interviendront et des responsables scientifiques sur une œuvre qui relève du patrimoine national. Moi, c'est vrai que sur les cahiers des charges, j'ai pointé avant de venir, comme ça m'avait été demandé sur la commission Bretagne, on a très peu de cahiers des charges qui sont transmis officiellement, mais on en a. Et quand on en a, j'observe que c'est lié à l'arrivée finalement une personne ou un personnel qui arrive, qui prend ses fonctions et qui a une méthodologie de travail un peu différente, un peu renouvelée dans une équipe et qui arrive à convaincre tout le monde que c'est quand même intéressant d'avoir un minimum de descriptif avec un état des lieux. Et puis, comme on constate des désordres, parce qu'on a regardé l'œuvre, l'objet, on essaye de trouver des solutions, on propose des solutions. Mais dans tous les cas, même quand il n'y a pas de cahier des charges, les responsables scientifiques de la région Bretagne s'astreignent vraiment à décrire dans la partie dédiée dans le formulaire quels sont vos objectifs, quels sont les objectifs que vous attendez de l'intervention de la restauratrice ou du restaurateur. J'ai jamais de case blanche. Et c'est quand même un peu rassurant de se dire que ça implique le fait que les collègues sur le terrain ont regardé l'objet, se sont dit il y a un problème, il faut qu'on arrive à résoudre le problème de façon un peu prosaïque. Et voilà. Mais je pense que collectivement, on doit accompagner aussi le fait que, encore une fois, la commission n'est pas... J'anticipe un peu sur la présentation de cet après-midi sur le rôle des conseillers par rapport à la commission. Désolé Suzanne, mais je crois qu'on tient tous collectivement à faire en sorte que les commissions ne soient pas justement ces jurys, mais bien des lieux de discussion, des lieux de collégialité en fait. Sinon, mais discussion, nous ne sommes pas. En tant que c'est un petit peu sans doute là. C'est quand même une question qui est importante. On est les seuls à être absents de la discussion. J'aimerais qu'on laisse le temps d'échange aussi avec la salle. Il nous reste un petit quart d'heure et on a le dernier point qu'on souhaitait aborder, mais du coup, on fait la bonne transition par rapport à cette question aussi c'est un grand mot, mais d'évolution, de solution, de questionnement. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, mais on peut en passer un, on en a 5. Donc,
Est-ce que je peux rajouter juste quelque chose? Oui, allez, Oui, une minute. Oui, juste, j'ai deux minutes. Parce que en fait, nous, c'est vrai qu'on présente des devis, mais on ne peut pas défendre notre travail. Et du coup, c'est les responsables des collections qui vont défendre notre proposition. Et du coup, il y a des informations qui se perdent parce que nous, on ne le dit pas directement. C'est pas comme quand des fois il y a des appels d'offres où après on a un oral. Et là, on a l'occasion de pouvoir s'exprimer oralement. Et parce qu'on ne peut pas tout expliquer par écrit dans un devis. Et c'est vrai que la notion d'être l'oralité, enfin de présenter notre travail, c'est assez important. Alors, je pense que c'est un point que la salle va rebondir dessus. Je pense que les restaurateurs, restauratrices présents, c'est une préoccupation, bien évidemment. J'aimerais justement voilà, qu'on essaie peut-être aussi d'aborder ces questions dans une optique aussi de voilà, est-ce qu'il y a des solutions à apporter? Quels sont les problèmes d'ailleurs à identifier et quels sont, voilà, d'un point de vue de l'évolution, des petites choses. Moi, il y a une chose clairement qui m'est venue justement en écoutant ce matin aussi ce qui avait été présenté par le C2RMF, c'est que cette case, moi, cahier des charges, personnellement, à la question avez-vous rédigé un cahier des charges, je coche souvent non parce que je ne l'ai pas rédigé. Je vais être honnête et je pense qu'on est beaucoup. Et étant en commission, je le vois énormément aussi. Il n'y a pas de cahier des charges. Par contre, qu'il n'y ait pas de cahier des charges écrit ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cahier des charges oral, qu'il n'y a pas de communication sur les attendus de l'intervention. Est-ce que, voilà, dans le formulaire, à un moment donné, il ne peut pas y avoir un cadre un tout petit peu plus précis des questions, quel est le contexte tout simplement de l'intervention? Il y a des cases au-dessus, on est d'accord, mais vraiment dans cette question du cahier des charges, parce qu'au final, le cahier des charges n'a pas, pour moi, mais c'est à discuter, je laisserai la parole à la salle, n'a pas besoin d'être un cahier des charges et qui va faire une page et qui va expliquer tout de l'intervention, tout ce qu'on attend de l'intervention. Simplement expliciter aussi ce que le contexte, que c'est pour mise en réserve, que c'est pour des problèmes d'altération structurelle, que c'est non, par contre, juste pour une exposition temporaire qui va, on a eu le cas récemment en commission, qui va aller à l'autre bout du monde. Bon, c'est pour moi, déjà, ça donne le là dans cette question du cahier des charges et qui va permettre de donner une idée pour la réponse que va formuler le restaurateur. Je ne suis pas très clair, je commence à avoir faim, c'est pour ça. Mais comme j'ai faim, je vous laisse la parole. Trop tard. Gilles Baraban, C2RMF. À propos des cahiers des charges, il me semble quand même qu'il faut distinguer, je pense qu'on pourrait classifier, en fonction aussi de la complexité des opérations, et des procédures administratives de consultation. C'est-à-dire, je pense qu'on a souvent quand même, je n'ai pas fait le calcul, la proportion entre les demandes de devis uniques, des mises en concurrence simples, il y a un effet Larsen, je crois, et des marchés beaucoup plus élaborés. Et ce que je constate pour l'avoir vécu une fois dans une région, par exemple, je pense que le niveau d'exigence et de formalisation des cahiers des charges va être comme très différent en fonction, et proportionnel à la complexité de l'opération et des sommes engagées. Pour l'avoir vécu, j'ai vu dans une région où une fois, on était sur un marché vraiment à procédure adaptée, avec consultation et un cahier des charges qui n'avait pas été validé par la commission. Un cahier des charges ni fait ni à faire, mais quand on intervient, le cahier des charges a déjà été publié, c'est le CCTP, et on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est ce type d'opération qu'il me semble absolument indispensable que les cahiers des charges soient, je dirais c'est un peu la mère des batailles, soient validés par la commission. Ce qui veut dire effectivement une procédure en plusieurs étapes. Et la seule solution que je trouve, et c'est pour ça que là, moi, je plaiderais plutôt pour pouvoir avoir des délégations permanentes dans ce genre de cas, c'est quand on a des opérations complexes, on valide en commission un cahier des charges et ensuite en DP la proposition de l'équipe retenue. On va juste vérifier la conformité en gros du cahier des charges, enfin de la proposition avec le cahier des charges et que l'équipe est qualifiée pour ça. Mais ça veut dire effectivement à ce moment-là des délégations permanentes. Et moi personnellement, je préfère ce type de système à
avoir effectivement, comme vous le dites, une sorte de tout bloquer en même temps, où on arrive à la fin, parce que pour le musée, c'est plus simple d'avoir un seul passage en commission, parce que sinon, ça reporte encore de 3, de 6 mois, etc. Et que les calendriers sont pas forcément du tout, les commissions sont pas forcément du tout adaptées au calendrier des musées. J'ai un autre, et je vais juste faire une autre remarque dans un autre sujet. Effectivement, je pense que le grand exclu des commissions, c'est le restaurateur qui a fait le devis. Et ce dont on s'aperçoit, c'est des effets, si j'aurais, de distorsion de l'information, parce que la commission va faire une remarque. Alors, c'est pas forcément ce pourquoi tel produit, mais pourquoi vous, voilà, quel niveau d'intervention et pourquoi vous avez quand même décidé de faire cette partie d'intervention, etc. Ça va être retranscrit par le secrétariat de la commission, par le conseiller musée, renvoyé au conservateur, responsable des collections, puisque c'est lui finalement l'interlocuteur, qui va renvoyer au restaurateur, qui va répondre au conservateur ou responsable de collection, qui va répondre, etc., etc. Donc déjà, c'est une façon de dialoguer souvent, et c'est ça qui est quand même aussi, comme très souvent, je pense, à l'origine de confusion. Et aussi psychologiquement, j'imagine, moi je suis de l'autre côté, je suis pas du côté des restaurateurs, et là je me dis tant mieux d'ailleurs à ce niveau-là, parce que ça va pas être forcément marrant d'avoir, et on le sent souvent dans le ton aussi du coup des restaurateurs qui sont parfois un petit peu énervés d'avoir à justifier, mais parce qu'on n'a pas non plus un circuit de dialogue. Enfin, il n'y a pas de circuit de dialogue, plus exactement. Et puis je terminerai une toute dernière remarque. On parlait effectivement du suivi de la continuité des dossiers. Je trouve qu'il faudrait avoir effectivement, si on a des pré-commissions et des commissions, c'est plus simple aussi peut-être d'avoir du sens pour les membres de la commission avec un retour sur des opérations complexes, etc., sur lesquelles on se posait des questions. Et c'est, je pense aussi, un moyen pour les musées et les restaurateurs peut-être de valoriser leur action. Bon, si j'étais un peu long. Alors, juste Mireille, 2 minutes, et après j'ai... Oui, moi je voudrais répondre et aller dans le sens de Gilles pour ce qui est effectivement de l'examen du cahier des charges en commission et ensuite de la possibilité de passage en DP. Évidemment, bon, j'ai parlé des DP qui ne devaient pas se multiplier et effectivement c'est le cas parce que sinon au niveau de notre organisation au C2RMF, on ne va pas y arriver. Mais lorsqu'il y a des restaurations complexes, effectivement, les cahiers des charges peuvent passer en commission, en première commission ou ensuite le devis dans une seconde commission, et si ça n'est pas possible, si c'est trop pressé, en DP, et ça se fait déjà dans un certain nombre de régions. Merci. Claire Brière, restauratrice, merci pour votre table ronde, c'était très intéressant. En fait, je voulais recouper avec les remarques de Juliette et de Hélène ce matin sur le temps qu'on passe sur ces documents. Et avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a une exigence des services juridiques aussi derrière, services des marchés. Et en fait, il y a quand même 2 problématiques. C'est que et les cahiers des charges et les devis répondent aux 2 choses, c'est-à-dire aux exigences des commissions, mais aussi aux exigences derrière des services des marchés. Et en fait, nous, on doit tout mettre dans ces documents. Et c'est pas forcément les mêmes exigences de part et d'autre. Donc en fait, on y passe aussi beaucoup de temps parce qu'il y a tout ça avec tous les critères de notation auxquels nous on doit se conformer, etc. Et en fait, les documents qu'on rédige pour les parties marché public s'adressent souvent, remplissent souvent les critères de notation pour les marchés publics parce que c'est ça qui va nous donner ou pas le boulot. Et pas forcément toujours aux commissions. Enfin, on essaye de faire les 2, mais c'est ça qui prend beaucoup de temps. Bonjour, Agnès Galorclic, je suis restauratrice et je suis aussi préventeur et aujourd'hui je suis responsable d'un service de conservation-restauration de la ville de Paris. Et en fait, vous avez parlé les restaurateurs, ou on va dire les restauratrices, parce qu'on est majoritaire pour une fois, on va faire du féminin. En fait, c'est le chaînon manquant, je pense, dans ces institutions-là. Donc, une suggestion, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bénéfique
pour toute cette chaîne décisionnelle d'avoir des restauratrices salariées dans des institutions, voilà, dans ces services-là. Je sais, Fabrice, je te vois. Bah voilà, on est d'accord. Non, mais c'est juste, on voit bien que les restauratrices sont les sachants à ce niveau-là par rapport à la définition des besoins. Les conservateurs, en effet, vous avez un besoin, il faut que vous soyez capable de le définir. Après, les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour réaliser ce dont vous avez besoin, ça peut être que les restaurateurs ou les restauratrices. Et en amont pour le cahier des charges, et puis aussi dans les commissions. Ça éviterait les conflits d'intérêts pour les restaurateurs indépendants qui sont dans ces commissions avec d'autres collègues. Et ça ne pourrait qu'être bénéfique pour tout le monde. On ne pourrait pas imaginer l'équivalent du C2RMF en région, par exemple. Puisqu'on a quelque chose au niveau national, on a des régions. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des restauratrices salariées dans des institutions comme la DRAC? Voilà, c'était ma suggestion du jour. Et ça sera abordé un peu pendant la table ronde de cet après-midi, c'est-à-dire que le principe de cet accompagnement, je crois qu'il y avait et après, voilà. Quand j'ai fait l'enquête, en fait, j'ai interrogé quelques personnes qui avaient ces statuts dans des collectivités, notamment alors soit dans des collectivités, soit dans un musée. Donc, par exemple, c'est le cas du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. C'est le cas de la ville de Strasbourg ou de l'agglomération de Strasbourg, je ne sais plus. Et voilà. Et ben très bien. Et ça marche très bien, en fait, dans ces cas-là. Il y a quelque chose que je voudrais dire à propos des cahiers des charges. C'est qu'il faut que la personne qui rédige du point de vue du musée parle pour lui-même. Vraiment pour lui-même et pour sa collection. La collection des responsables. Il est souhaitable d'ailleurs que ce soit le responsable des collections et non quelqu'un qui, parce que le responsable des collections n'a pas le temps, comme le régisseur par exemple, rédige ce cahier des charges. Ce qui est important, c'est quelle est la place de l'objet dans le musée, pourquoi ça ne va pas. Il est tout à fait inutile de faire la liste des problèmes de l'objet. Parce que quand on nous explique qu'il y a des soulèvements alors qu'il n'y en a pas, il faut qu'en répondant, on explique que, en fait, on nous en cause, mais il n'y en a pas, il y a autre chose. Ça prend beaucoup de temps à écrire, c'est très emmerdant à lire. Donc je crois que ça, c'est inutile. Je pense que le terme cahier des charges est ressenti de façon extrêmement différente selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, ou de chaque côté avant l'objet, avant le soin de l'objet. Et ça, c'est assez problématique. Je crois qu'il faut être très timide sur les affirmations, parce que moi j'ai vu une fois dans un cahier des charges qui était formidable, allègement de la peinture. Le restaurateur prudemment avait dit, cette peinture verte 19e horrible sur le statue en plâtre, on va la retirer, on va l'ôter. Et donc je me suis trouvé en commission, on m'a dit, quel est votre avis scientifique et technique? Je dis, c'est la conformité du cahier, de la réponse au cahier des charges, ça ne va pas. En revanche, si on considère l'opération prévue, on est conforme au bien de l'objet. Qu'est-ce qu'on fait? Un cas d'école pour la commission. Il y a une autre chose que je voudrais signaler, c'est les objets qui ne répondent pas au traitement par les restaurateurs désignés dans la loi musée. Moi, j'ai eu une fois un élasmosaure, on était dans la même commission avec Guédola, il y a eu un élasmosaure et un sous-marin. Bon, alors on peut dire, il faudrait que le docteur en paléontologie fasse une VAE. Enfin, moi j'ai honte de lui demander. Voilà. Je pense que cette question des objets bizarres est une chose à étudier parce que la loi musée au sens strict ne peut y répondre. Non mais la commission ne peut pas y répondre non plus. Pour le coup, là, c'est pas de notre ressort sur cette estrade. Hein. Bonjour, donc Lucie Pierry, et donc je suis restauratrice de sculpture de formation, et depuis 3 ans, je suis employée par la ville de Strasbourg, donc un réseau de 10 musées, comme responsable de la restauration. Donc je ne travaille pratiquement plus en tant que restauratrice pratique, mais plutôt justement comme cet intermédiaire entre mes collègues restaurateurs, prestataires de services et les conservations. Donc j'ai l'impression que ça amène un peu ce maillon manquant, et je
crois pas que ce soit un poste très fréquent. J'ai l'impression que c'est un peu un unicum pour l'instant. Et je pense vraiment que c'est ce dont on a besoin dans beaucoup de cas. Après, ma place n'a pas toujours été facile à définir. Et il y a encore un travail de définition, justement, qui fait quoi, en fait, quand il y a ce chaînon qui se rajoute. Ça a été un moment compliqué. Par exemple, définir qui a la responsabilité de remplir les formulaires de la commission, de réaliser le cahier des charges. Et il me semble quand même que, comme tu l'as dit Fabrice, et comme tu l'as dit Juliette, c'est de la responsabilité du responsable des collections, du conservateur, de faire ce travail de définition des objectifs. Mais après, ma présence, elle peut aider justement à accompagner. Mais en général, je pense que c'est quand même à eux de faire l'impulsion et je fais beaucoup un travail d'accouchement, en fait, de recueil des besoins. Et c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos objectifs. Et des fois, il faut aider à ce que l'objectif il sorte. Et je le vois bien, les projets qui ont un peu capoté, qui ont mis du temps, qui sont passés parfois 3 fois en commission, c'est parce que les objectifs étaient mal définis au départ. Et après, ce que je vois avec les commissions, puisque du coup, en tant que responsable de la restauration, je me retrouve à accompagner tous les dossiers qui passent en commission et à tous les co-présenter avec les conservateurs aux commissions. Donc parfois, j'enchaîne une journée entière de présentation de dossiers comme mes collègues qui sont à la commission. C'est une drôle de position. Et il y a effectivement, j'ai le même sentiment que mes collègues conservateurs d'être un peu jugés parfois, et en même temps qui est souvent plus dans l'écrit que dans l'oral, parce que en passage en plénière, c'est beaucoup plus fluide et on se rend compte que c'est très collégial et que la volonté, c'est que ça aille de l'avant et de nous aider à rester dans les réglementations et à accompagner certains projets complexes. C'est pas du tout la même chose quand on reçoit les questions de la pré-CSR, où parfois c'est assez, émotionnellement, on a un brut. Effectivement. Moi, depuis que je suis là, j'ai pris le parti de transmettre systématiquement les avis aux collègues restaurateurs, parce que je trouvais que c'était normal. Parfois, j'ai quand même été obligée de les édulcorer, parce que justement, c'était abrupt. Mais j'essaye quand même de les transmettre tels quels, parce qu'ils ont été rédigés comme ça, et ça me paraît... Pourquoi le conservateur y aurait accès, et pas le restaurateur lui-même qui a rédigé ce devis et qui est jugé, même si on dit qu'on n'est pas dans un jugement. J'essaye aussi de transmettre à mes collègues restaurateurs les notions de calendrier, donc de passage en CSR, avec on doit rendre les dossiers à telle date, donc on aura besoin d'un rendu à telle date, parce que finalement, des fois, en tant que restaurateur, à la fin, on ne sait pas pourquoi on a ces délais et ces deadlines à respecter. Et je trouve ça important de nous mettre dans la boucle. Et voilà. Alors, j'ai eu pas mal de questions parce qu'on a aussi recréé une délégation FFCR Grand Est récemment et on a essayé de recueillir un peu des témoignages des collègues. Et ceux qui viennent me voir directement, c'est souvent des questions sur la composition de la CSR. Et j'avoue que même moi, la première année de mon arrivée, puis c'était le Covid, donc c'était visio, je ne savais absolument pas à qui je m'adressais en commission. Donc ça, c'est assez perturbant. Et c'est très récemment qu'on a, avec chaque ordre du jour, la liste des membres. Et ça, c'est quand même... ça me paraît assez basique. Et sur le site de la FFCR, on a les arrêtés, on a la définition de qui, comme nous l'a montré ce matin, quel responsable est là, mais sans les noms. Et je pense que ça ne ferait pas de mal, comme pour les organigrammes, qu'il y ait une liste de membres, même si elle est appelée à bouger. Mais donc, on n'a pas de liste de membres. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est quand je suis arrivé en Pays de la Loire, j'ai demandé, je l'ai vu. Ouais. Après, je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière. Non, en fait, normalement, les arrêtés qui constituent les commissions scientifiques de restauration et d'acquisition sont des arrêtés qui sont signés par le préfet ou la préfète, donc ce sont des documents publics. On peut les retrouver normalement quelque part, et si on ne les trouve pas facilement, effectivement, la conseillère ou le conseiller doit pouvoir les diffuser à tout le monde, en fait, ce qui permet de savoir effectivement qui sont les membres de la commission. Je vous propose une dernière question, puis après on pourra aller se restaurer. Merci. C'est plus
Je vais être brève. C'est plus un témoignage qu'une question sur deux sujets. La remarque qu'a faite notre collègue Hélène Jagot sur le fait que les commissions se passent en fait à ciel ouvert, enfin, c'est-à-dire que tous les collègues des musées puissent assister au passage des dossiers des uns des autres. Je me suis pas présentée, pardon, Caroline Papin, et je suis conseillère musée en Nouvelle-Aquitaine sur le site de Poitiers. Et donc nous, on a des commissions dans notre région qui se déroulent de cette façon-là. Et effectivement, c'est un apport très important, à la fois sur les échanges entre collègues, sur les échanges sur les dossiers, et ça joue presque un rôle, que ce soit pour les restaurations ou les acquisitions, mais de journées de formation, dans tous les cas qu'on peut voir passer, et les échanges. Et je pense que ça fluidifie aussi beaucoup le rôle de tous les acteurs, les échanges et la façon dont les questions sont posées, même si bien sûr les débats sont faits à huis clos et le vote des membres s'effectue à huis clos. Donc ça, je voulais le souligner. Et puis après, apporter un témoignage sur la question de la présence du C2RMF en région. Donc nous, on a le cas, alors c'est un peu particulier, c'est pas forcément un modèle qui est transposable partout, mais on a un atelier de restauration au musée de Niort, dans les Deux-Sèvres, qui relève des domaines de la peinture et des arts graphiques. Et en fait, tous les ans, on organise un comité technique. Ah, d'accord. Si ça sera évoqué dans le cadre de l'AMO. Alors, pardon, je savais pas. Bon, bah, du coup, je savais pas si ça sera abordé cet après-midi, donc, d'accord. Parfait. Alors, bon appétit.